Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce jeudi 15 décembre, le défaut de titre de séjour ne vaut pas licenciement pour faute grave, taxe sur les bureaux et confidentialité des documents reçus d'un avocat. Pour pouvoir travailler en France, une personne de nationalité étrangère doit en principe disposer d'une autorisation de travail, ce qui suppose au préalable d'être titulaire d'un titre de séjour. Un employeur ne peut pas embaucher un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Et s'il constate le défaut de titre de séjour, alors qu'il a déjà engagé le salarié, il peut le licencier sur la base de ce seul motif. Pour autant, cette irrégularité ne constitue pas en soi une faute grave. Le salarié qui ne dispose pas de ce document ne peut donc pas être mis à pied à titre conservatoire et privé de toute rémunération dans l'attente de son licenciement. Une taxe annuelle est due sur les locaux à usage de bureau et les locaux commerciaux situés en Île-de-France. Les locaux commerciaux sont exonérés en dessous de 2500 m² et les locaux de bureaux en dessous de 100 m² seulement. D'où l'enjeu de savoir à quelle catégorie appartiennent les locaux détenus par un redevable. Tel est l'objet du litige porté devant les tribunaux par une société mettant à disposition des espaces de travail pour des entreprises auxquelles elle fournissait par ailleurs des prestations accessoires comme la réception du courrier, l'entretien ou la mise à disposition de matériel informatique. Ayant qualifié ces locaux de commerciaux, elle prétendait échapper à la taxe car leur superficie ne dépassait pas 2500 m², ce que contestait l'administration. Confirmant le redressement, les juges ont considéré que c'est l'utilisation effective des locaux par les occupants qui devait être prise en compte, faute de démontrer l'accès au public des locaux, ceux-ci étant conçus à usage de bureau et utilisés comme tels. Il ne s'agissait pas de locaux commerciaux, mais bien de locaux de bureau qui devaient être soumis à la taxe car leur surface était supérieure à 100 m². Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client ne peuvent pas être produites en justice. Elles sont couvertes par le secret, sauf lorsqu'elles portent la mention officielle. Dans une affaire récente, l'une des parties souhaite utiliser un document qu'elle détient de son avocat, qu'il l'a lui-même reçu de l'avocat de la partie adverse. Elle fait ainsi valoir que le document lui ayant été transmis non par son avocat mais par sa secrétaire, il n'est pas protégé par le secret. Ce justiciable souligne en outre que lui-même n'étant qu'un client, il n'est pas tenu par un quelconque secret des correspondances. Ces arguments sont rejetés par les juges. Selon eux, quand bien même elles sont échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un autre avocat, les correspondances entre avocats précisant le nom des parties et du dossier, ainsi que la nature des pièces jointes, sont couvertes par le secret, sauf mention officielle. Au cas présent, le courriel a été transmis à la partie par son avocat, qui l'avait lui-même reçu du cabinet de son confrère. Cette transmission mentionne le nom des parties et précise qu'un protocole d'accord transactionnel est joint sans mention officielle. Les documents sont donc couverts par le secret professionnel et ne peuvent pas être produits en justice, peu important que leur transmission ait eu lieu par une secrétaire et que les pièces aient été produites par un non-avocat. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain vendredi pour le dernier JT de la semaine.